Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Effectivement, ce sont des grosses entreprises. Je prendrais l'image d'un paquebot, c'est-à-dire que ce sont des gros paquebots. Donc quand tu veux tourner à droite ou à gauche, tu peux pas le faire tout seul et puis ça prend du temps. Et je m'aperçois que je suis encore un peu brûlé par rapport à ça et que 6 mois c'est pas suffisant, il faut plus de temps, on va dire, pour y arriver. C'est un plaisir de voir l'entreprise grandir, d'avoir des nouveaux collaborateurs, d'avoir des gens qui sont spécialisés dans certains domaines, qui sont bien évidemment meilleurs que toi dans certains domaines pour résoudre justement ces problèmes. Ça devient un plaisir de résoudre ces problèmes. Après, quand tu es dans une phase de dynamique plus compliquée, tu dois toujours résoudre des problèmes et chaque problème, ce sont des épines qui te rentrent et qui deviennent plus compliquées. Que feriez-vous si votre entreprise connaissait une croissance exponentielle en temps de crise et puis devait subir une décroissance ? C'est l'expérience qu'a vécue Reynald Nolot au travers de son entreprise Vite Mon Marché. Et Reynald a accepté de nous en parler sans complexe. Une franchise qui le caractérise et qui transparaît dans notre échange à propos de qui il est et de comment il prend ses décisions. Bienvenue dans la tête de Reynald Nolot. Eh ben, Reynald, merci beaucoup pour l'invitation, parce que on est ici chez toi, mais bienvenue sur le podcast Pourquoi ? Eh ben merci d'être venu. Avec grand plaisir. J'en profite tout de suite pour remercier Antoine Scholl de Shopopop qui m'a donné ton nom suite à un échange que j'avais eu avec lui et qui m'a conseillé de venir te parler parce que il paraît que tu as une histoire très intéressante. Ouais. Et puis surtout, on a commencé ensemble avec Antoine quand lui a lancé Shopopop, on lançait Vite Mon Marché. On a des investisseurs en commun. Enfin, on a une histoire commune, ouais. Mais justement. Je vais en revenir à la première question qui est qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qui es-tu, Reynald ? Alors, moi je me présente, donc je m'appelle Reynald Nolot, donc je suis originaire de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, donc c'est pas très loin d'ici, c'est sur la côte vendéenne, et je me présentais souvent comme fils d'agriculteur, qui a été le début, on va dire, ma passion pour avoir lancé Vite Mon Marché. Je suis papa de 3 enfants, Nicolas qui est né à Barcelone, Amélie et Carolina qui sont nées à Florence, mon épouse Laetitia donc, qui est italienne, donc une famille assez internationale. On a également le handicap en famille avec notre fille Carolina qui explique aussi pas mal de choses dans mon parcours et notamment on va dire ma situation actuelle. Et voilà, et donc entrepreneur, on a cédé Vite Mon Marché en juin 2022, donc ça va faire bientôt 1 an cet été. Et donc voilà, et puis je vais retourner vivre à Barcelone cet été. D'accord. Donc on retourne un peu chez nous. On était venu ici pour Vite Mon Marché, on est resté 6 ans. Et puis donc là, vu que Vite Mon Marché a été cédé, on retourne à Barcelone. Mon épouse a notamment trouvé un travail là-bas et les enfants vont reprendre le cursus scolaire à la rentrée. Ok, super. Je vais remonter un peu dans le temps parce que avant d'arriver sur Vite Mon Marché, qui est une grosse étape de ta vie, tu as commencé toi ton expérience professionnelle pas dans le domaine de Vite Mon Marché, de tout ce que ça, de la tech, on va dire, de la food tech. Même pas dans le commercial, mais dans le journalisme, j'ai vu ça. Exactement, à Rennes, ici à côté. J'ai commencé en tant que, en fait, je faisais mes études à Rennes.
à l'université et c'était des études de communication. Et j'avais un prof, notamment Philippe Delacote, qui était notre prof de communication et qui était également journaliste à France Bleu Armorique. Et journaliste sportif notamment, il commentait les matchs du Stade Rennais. Et puis un week-end, je suis allé avec lui à un match de Rennes. Et je lui ai demandé si je pouvais commenter avec lui. Mon papa notamment a été journaliste sportif pour une radio locale en Vendée. Et donc lui, il y croyait pas trop. Il m'a dit, écoute, tu vas faire juste la composition des équipes. Ça va durer 1 minute. Et puis après, je reprends le micro. Et puis il m'a senti à l'aise. Et donc j'ai fait 90 minutes avec lui. Et après cette expérience-là, donc j'étais journaliste sportif pour France Bleu Armorique. Et je commentais les matchs du Stade Rennais, donc je les suivais à Paris, à Marseille, dans toute la France. Et j'étais le journaliste sportif de France Bleu Armorique pendant 3 ans. Je faisais ça à côté, en pige, le week-end. À côté de tes études, parce que tu as continué, Exactement. Tu as fini tes études de communication. Et on va en parler certainement. Après, tu es parti plutôt alors dans le monde hôtelier, Oui. se faire de ma part, mais pourquoi pas communiquer, pas continuer en tant que journaliste, en tant que voilà, tu avais le poste. En fait, je voulais continuer et après la radio, l'étape logique, c'est la télévision. Et il y avait notamment Canal+ Sport qui se montait à l'époque. Et il me fallait un niveau d'anglais assez important. J'étais pas très bon en langue. Okay. Et donc la radio m'a poussé à aller faire, on va dire, Erasmus dans des pays... soit vers la Grande-Bretagne, mais il n'y avait plus de place. Donc les seules places qu'il y avait avec l'université de Rennes, c'était des échanges avec la Scandinavie. Et donc ils m'ont dit, bah, tu choisis Finlande, Danemark, Suède, Norvège. Et je suis parti en Norvège. Et donc j'ai fait 1 an d'Erasmus en Norvège et c'est là où j'ai rencontré donc Laetitia, mon épouse, qui elle arrivait d'Italie et étudiait le norvégien. Et moi je suis allé pas pour apprendre le norvégien mais pour améliorer mon anglais parce qu'ils ont un très bon niveau d'anglais là-bas. Et voilà, j'ai rencontré Laetitia, c'était l'auberge espagnole. Il y avait une espagnole, une italienne, un allemand, un américain et moi dans la même maison. Et puis voilà, le français et l'italienne sont tombés amoureux. Et aujourd'hui, on est donc parents de 3 enfants. Et puis donc j'ai suivi Laetitia, c'est-à-dire qu'après la Norvège, j'ai appelé la radio en disant que je retournerais pas en France et que j'irais vivre en Italie. Et donc avant d'aller en Italie, je me suis arrêté à Nice faire un master. Et voilà. Et donc je suis parti en Italie et quand je suis arrivé en Italie, j'avais 6 mois d'italien. Donc c'était pas évident pour trouver un travail avec l'italien, donc j'ai cherché une entreprise française et je suis tombé sur le groupe Louvre Hôtel. Donc c'est tout ce qui est hôtel Campanile, Kyriade, première classe. Maintenant il y a Golden Tulip. C'est la 2e chaîne en Europe et je crois la 2e au monde aujourd'hui. Et j'ai commencé en tant que commercial pour les hôtels Campanile en Italie. Et voilà comment j'ai commencé. Ensuite, ça s'est bien passé. Donc, ils m'ont envoyé à Barcelone pour m'occuper de toute l'Europe du Sud. Et voilà comment j'ai atterri à Barcelone avant de revenir ici en France, ou plutôt de venir en France travailler, parce que j'avais encore jamais travaillé en France, avec Vite Mon Marché, quoi. Ok. Et tu as évolué dans ce groupe. Oui. Tu as fini, alors j'ai le terme précis, Area Service Manager. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu as quand même évolué. Et une de mes questions, c'est comment tu as vu, parce que moi je m'intéresse à la prise de décision, est-ce que tu as vu des évolutions, alors sur 2 aspects. Déjà, quand tu évolues dans des aussi grands groupes, la prise de décision ne se fait pas de la même manière que quand tu es dans une start-up. C'est sûr. Est-ce que tu as vu déjà des évolutions en montant dans ces postes sur ta prise de décision, sur l'autonomie que tu avais, des choses comme ça? Oui, effectivement, ce sont des grosses entreprises. Je prendrais l'image d'un paquebot, c'est-à-dire que ce sont des gros paquebots. Donc quand tu veux tourner à droite ou à gauche, tu peux pas le faire tout seul et puis ça prend du temps. Donc il faut passer par des échelons, des étapes. Ce que tu n'as pas dans une start-up, on va dire, et même je dirais le management d'aujourd'hui qui est beaucoup plus participatif et plus rapide dans la prise de décision. Donc oui, c'était une période où la prise de décision était beaucoup plus longue. Après, moi j'avais la chance d'être sur le côté international. Et donc on était une petite cellule, on va dire, un petit peu à part, où
Voilà, on devait s'adapter. Il y avait que 3 hôtels en Italie, il y en avait 5 à l'époque en Espagne, un seul au Portugal. Donc tout le siège ne pouvait pas s'occuper de ces quelques hôtels. Donc on avait une certaine autonomie, tout en respectant un peu les règles, on va dire, de Paris, La Défense. Mais on avait quand même une autonomie où ça ressemblait un petit peu au monde start-up où voilà, on avait quand même une prise de décision rapide sur l'Europe du Sud. Mais pour te répondre à ta question, oui, c'était un management et on va dire une entreprise traditionnelle, l'image du paquebot où c'est pas évident, c'est beaucoup moins rapide, on va dire, évidemment que le monde de la start-up. Et je crois que, et je pense, je connais pas, hein, mais j'imagine que Louvretel a évolué aussi de ce côté où les décisions sont aujourd'hui plus rapides. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose, que les décisions ne soient pas non plus très rapides. Ça permet aussi moi je veux pas avoir ce côté négatif de dire, des fois c'est négatif, c'est sûr, voilà, c'est notamment toute une bureaucratie, mais ça a aussi des avantages, moi je trouve, à aussi prendre le temps de prendre la décision. Tout à fait. Moi, les avantages que j'ai vraiment appris dans le groupe, c'est les process. C'est-à-dire que tu as un grand groupe, il y a un cahier des charges, il y a des règles, on va dire, à respecter, qui ont déjà été pensées, hein, donc on n'a pas besoin de tout réinventer non plus. Donc ça, c'est quand même pratique et utile. Quand j'ai fait la start-up, c'est vrai que la prise de décision était très rapide, mais plus tu grandis, et plus tu as besoin justement de process. Et donc en fait, la grande entreprise a besoin de cette flexibilité, on va dire, de la start-up dans sa prise de décision et dans l'innovation pour pas louper le train de l'innovation. Mais la start-up, dans son innovation par la suite, quand elle grandit, elle a besoin des process d'une grande entreprise. Donc oui, les deux se rejoignent. C'est très paradoxal, et d'un côté c'est normal quand on observe ça. Alors on pèse souvent sur les grands groupes et leurs process longs comme le bras, mais s'ils sont là, des fois c'est pas pour rien. Alors, même si des fois, bon, c'est parfois exagéré, mais moi j'ai remarqué aussi, pour avoir fait une entreprise qui a pas mal évolué, alors pas dans les dimensions que toi tu as pu connaître, mais de passer de 5 à 18, où tu gères pas la boîte de la même manière en fait. Tout à fait. Donc c'est très important, et cette évolution est toujours un peu marrante à constater, moi je trouve, de l'intérieur. Je reviens un peu sur ton expérience, parce que tu restes une dizaine d'années dans ce groupe hôtelier, et là tu pars fonder Vite Mon Marché. Alors, 2 questions, parce que je me doute que tu pars juste comme ça du jour au lendemain. C'est déjà, première question, c'est pourquoi quitter un grand groupe, un salariat, et ça je le pose à tous mes invités qui ont cette cassure dans leur expérience. Pourquoi quitter le salariat alors qu'on sait que le salariat c'est quand même une sécurité, alors toute relative, hein, pour l'entrepreneuriat qui est quand même une partie un peu plus challengeante, un peu plus incertaine, voilà. La réponse est simple, parce que ça te brûle, c'est-à-dire que quand tu as une passion, tu as quelque chose que tu veux faire, on va dire, depuis des années, ça te brûle quand tu te lèves le matin, ça te brûle quand tu te couches le soir, et tu sais qu'à un moment de temps, il va falloir que ça sorte. Donc tu peux plus te cacher. Donc même si tu grandis dans l'entreprise, tu peux avoir une sécurité effectivement financière, d'emploi, de statut, à un moment de temps tu sais qu'il va falloir sauter, et c'est peut-être ce qu'il y a le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de sauter. C'est-à-dire de savoir, ou d'avoir le courage de laisser une situation confortable pour sauter sans parachute et puis repartir de zéro. Plus t'es jeune, je pense, et plus c'est facile. Moi j'ai 43 ans aujourd'hui, si je devais sauter aujourd'hui, je sauterais certainement d'une façon différente. Quand on a 25 ans, 30 ans, j'irais même jusqu'à 35, on se pose peut-être beaucoup moins de questions. Donc ça c'est important, je pense que notamment dans l'entrepreneuriat, c'est l'âge peut jouer, après on peut entreprendre à tout âge, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est certainement plus facile de sauter, on va dire, entre 25 et 35 ans. Moi je suis vraiment...
J'étais vraiment dans le conseil que j'ai aujourd'hui, c'est de jusqu'à 25 ans, c'est de tout prendre, c'est-à-dire d'aller dans des grands groupes. S'il faut nous envoyer en Chine ou dans d'autres pays, il faut y aller, faut apprendre, mûrir son projet dans sa tête, et puis après, à 25 ans, si on a vraiment quelque chose qui nous brûle le matin et le soir, il faut y aller, il faut sauter. Après, c'est certainement différent. Plus on attend et plus ce sera difficile. Et c'est marrant ce que tu dis là, parce que ça va un peu à l'encontre de la croyance actuelle qu'on voit beaucoup sur LinkedIn. Alors, bon, pour ce que c'est on voit pas mal de jeunes étudiants qui se disent voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat et tout ça, et ils passent pas par ce stade de la grande boîte ou de la boîte plus traditionnelle, et ils connaissent en fait, je vais exagérer volontairement, mais rien à la vie professionnelle en fait. Ouais, ce sont d'autres parcours, et je pense que c'est très bien aussi de commencer tout de suite, parce que comme ça on fait les erreurs plus vite, donc on apprend plus vite de ses erreurs, on peut rebondir. De toute façon, un entrepreneur c'est une succession, on va dire, de tentatives, donc plus on apprend vite et mieux c'est, on va dire, pour la suite. Ce qu'il faut voir également, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui s'est énormément développé par rapport, on va dire, à mon époque. Mon époque, les entrepreneurs étaient beaucoup plus rares, on va dire, qu'aujourd'hui. Moi j'ai travaillé dans des écoles de commerce quand j'étais à Barcelone. Mon frère est dans une école de commerce à Nantes, et il enseigne, et on le voit aujourd'hui, les jeunes, les étudiants, les jeunes diplômés veulent surtout entreprendre aujourd'hui. Il y a 10 ans on parlait pas d'entreprendre, on voulait surtout rentrer dans une grande boîte. C'était totalement différent. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens entreprennent parce qu'on a changé aussi d'époque, de période. C'est bien, je pense, d'entreprendre le plus vite possible, encore une fois, pour apprendre le plus vite de ses erreurs et rebondir le plus de fois possible, tout en restant jeune. Après, je reste persuadé que passer par la case grand groupe est intéressante. Ça peut se faire après cette période d'entrepreneuriat, parce que tu arriveras dans une grande entreprise avec un esprit, on va dire, innovateur, et tu seras recruté. Alors, est-ce que tu le fais avant ou après ? Faut voir. Peut-être que la case grosse entreprise, moi j'ai fait 11 ans, peut-être qu'en 5 ans elle est suffisante pour pouvoir sauter dans l'entrepreneuriat. Ça dépend, je pense, beaucoup de l'apprentissage qu'on peut faire et de l'opportunité aussi qui se fait, parce qu'il y a des grands groupes qui favorisent cet intra-entrepreneuriat ou des choses comme ça, où on peut s'éclater pendant quelques temps. Donc, tout à fait. Et après, je pense qu'on va en reparler après, mais l'entrepreneuriat, moi j'ai jamais voulu être entrepreneur. Ça a été une conséquence. Donc l'entrepreneuriat, ça part d'une idée, ça part d'une passion, ça part d'un signal du cœur qui te dit vas-y, saute. Et donc ça, il n'y a pas d'âge. Tu peux l'avoir à 20 ans comme tu peux l'avoir à 50 ans. Donc ça dépend quand est-ce que tu reçois ce signal en disant maintenant j'ai envie d'y aller et de sauter. Donc moi je vois pas l'entrepreneuriat comme une construction de carrière, mais c'est plutôt on va dire une réponse à un appel du cœur en fait. Un vrai besoin. Voilà. Et ça, il y a pas d'âge, c'est personnel, chacun a sa réponse au fond de soi en fait. Et justement, je reviens, tu l'évoquais, toi le saut dans l'entrepreneuriat, tu le fais avec Vite Mon Marché, et tu me parlais justement de cette envie. D'où venait justement cette envie, ce concept, voilà, parce qu'on ne sort pas du jour au lendemain un concept comme ça, se dire bon moi je vais me lancer dans ça, quoi. Fils d'agriculteur. Okay. Donc j'ai vécu dans le monde rural, je savais que je voulais faire quelque chose pour le monde rural, je savais pas vraiment comment. Ça faisait déjà 10 ans chez Louvretel, donc forcément tu te poses aussi des questions, est-ce que je continue ou autre. Comme je disais tout à l'heure, ça me brûlait énormément, donc je savais que je devais sauter un jour ou l'autre. Et voilà, et puis après c'est le timing aussi, c'est-à-dire que tu vois que c'est un concept qui est dans le temps, donc ça c'est important dans l'entrepreneuriat, qu'il soit pas trop en avance, qu'il soit pas trop en retard, mais qu'il soit vraiment dans le bon timing. Et de mon côté, les producteurs locaux, c'était avant le confinement, on voyait qu'il y avait une demande pour la production locale, pour le producteur locaux, pour le bio, enfin c'était l'avènement de toutes ces choses-là, et donc
on va dire, ce signal du cœur, cette envie brûlante de faire quelque chose pour le monde rural, plus cette demande de la société, tout ça, voilà, 1 plus 1, et donc ça fait le 2 qui te dit c'est bon, faut y aller maintenant. Ouais. C'est plein de petits signaux que tu as perçus avec une envie forte de ta part qui te dit ok, je me lance. Ok, c'est souvent intéressant parce que moi je trouve qu'on ne parle pas assez de cette partie de pourquoi j'entreprends en fait. Toi tu me parles de signaux. Souvent on dit j'ai une idée puis je l'ai lancée. Et je trouve c'est vrai dans certains cas, mais c'est pas toujours vrai parce que moi j'en ai côtoyé, sûrement toi aussi, des gens qui ont eu plein d'idées qui soit sont pas lancées, soit se sont lancées mais beaucoup trop tôt, comme tu le disais. L'idée, c'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est le timing, d'accord, de l'idée. Deuxièmement, c'est l'équipe que tu as autour, bien choisir son cofondateur, l'équipe qui va mener, on va dire, le projet. Et après, ton idée, le business model, c'est quelque chose qui peut changer dans le temps. Ce qu'on appelle le pivot, ton entreprise va certainement pivoter par rapport à la demande autre. Donc l'idée en elle-même, à la fin c'est l'exécution de l'idée qui est le plus important. Et pour avoir une bonne exécution de l'idée, il faut être dans le bon timing avec la bonne équipe et puis un marché qui répond bien. Donc c'est ça qui est en fait le plus important. L'idée en elle-même ne vaut pas grand-chose. Et ça, les investisseurs, ils le savent. Ils investissent surtout dans un projet qui est dans le temps, avec une bonne équipe. Puis l'idée, ils y croient sans vraiment y croire. Ils disent, bon, si cette équipe est capable d'exécuter cette idée qui est pas trop mauvaise, ils vont y aller. Mais en tout cas, ils viendront jamais que pour l'idée. C'est ce qui est souvent dit par les gens qui soit font des levées de fonds, et d'ailleurs on y reviendra à la levée de fonds, soit des levées de fonds ou par les investisseurs, ils investissent dans une équipe. Tout à fait. Dit, tout à fait. Y a pas, parce que les idées, bien sûr, on peut trouver l'idée belle, mais on peut trouver l'idée belle sans y croire et ne pas investir parce que l'équipe ne pourra pas exécuter. Exactement. Ils investissent dans une équipe qui est capable d'exécuter une idée qui est dans le bon timing. Ok. Et donc, si on en revient un peu à ta start-up que tu crées, comment alors, peut-être déjà revenir dessus, parce que peut-être des gens qui nous écoutent ne savent pas, qu'est-ce que c'était le concept de Vite Mon Marché ? Alors ça existe toujours. Quel est le concept ? Quel est le concept ? Ça existe toujours. Donc Vite Mon Marché, c'est le marché en direct des producteurs, principalement locaux et bio, livré à domicile. Alors au début c'était en moins d'1 heure, ensuite c'était en 2 heures, bref, dans la journée. Donc c'est de la livraison rapide de produits locaux et biologiques en direct des producteurs. Donc on a fait ça à Nantes, on a développé ça aussi sur Rennes, La Roche-sur-Yon et ensuite sur Toulouse également. Et aujourd'hui on reviendra sur l'histoire, c'est que sur Nantes avec les nouveaux repreneurs. Ok. Et tu vois, moi quand tu me parles du conseil comme ça, je vois déjà des tas de problèmes n'étant pas le mot, mais des tas de choses à régler avant de pouvoir lancer ça. Avant de lancer, lors du lancement. Je vois des problèmes de logistique, je vois des problèmes de recrutement, je vois des problèmes. Je parle de problèmes, mais c'est des points à avoir. Comment vous avez approché les choses pour se dire, ok, on y va, on les résout les uns après les autres. C'est ça, tu résous les uns les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, si je regarde dans le rétroviseur, je dis waouh. Effectivement, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes à régler. Quand tu pars avec une énergie, avec une vision, tu vois pas tous ces problèmes. Après, ces problèmes arrivent jour après jour, semaine après semaine, et puis tu les règles un par un. Mais après, si tu es dans une dynamique positive, comme on a eu jusqu'au confinement et après le confinement, c'est un plaisir, on va dire, de régler tous ces problèmes. Tu es soutenu aussi financièrement et économiquement, donc c'est un plaisir de voir l'entreprise grandir, d'avoir des nouveaux collaborateurs, d'avoir des gens qui sont spécialisés dans certains domaines, qui sont bien évidemment meilleurs que toi dans certains domaines pour résoudre justement ces problèmes. Ça devient un plaisir de résoudre ces problèmes. Après, quand tu es dans une phase de dynamique plus compliquée, tu dois toujours résoudre des problèmes et chaque problème, ce sont
des épines qui te rentrent et qui deviennent plus compliquées. Nous, on a une phase de déconfinement, d'accord. On pourra revenir là-dessus. Et lorsqu'on a dû faire un plan social, notamment assez important, c'est dur, je ne l'ai encore pas forcément digéré. Donc, ça te marque. Ça fait 6 ans qu'on a fait Vite Mon Marché, donc on l'a cédé en juin 2022. On l'a cédé pour sauver l'entreprise, faut être clair. Sinon, on aurait souhaité une autre ambition, on va dire, pour Vite Mon Marché, une ambition plus de développement national. Aujourd'hui, elle est restée que sur Nantes. Donc, faut réussir, on va dire, à digérer tout ceci. Donc voilà, ça dépend dans quelle phase tu te trouves. Quand tu es dans la phase de dynamique positive, c'est un plaisir de résoudre des problèmes. Et puis, quand tu es dans une phase de dynamique négative, ces problèmes te marquent et te marqueront longtemps. Mais ce sont sur celles-là qu'il faut capitaliser. Pour apprendre, on va dire, de ses erreurs, pourquoi ça n'a pas marché, et ce qui te permettra de rebondir par la suite. Mais où je suis le plus surpris, moi, c'est le temps qu'il faut pour digérer tout ça. Okay. On a donc cédé l'entreprise en juin 2022. Aujourd'hui, on est en avril 2023. J'ai encore pas totalement digéré. Je serais pas capable de reprendre quelque chose tout de suite, d'entreprendre tout de suite. Il faut encore du temps. Il faut du temps pour digérer tout ceci. Faut pas se précipiter en tout cas. Ouais, et on reviendra un peu sur la période parce que je voudrais reparler un peu de tout ce qu'elle avait de fond, mais on va continuer sur ce sujet-là, qui est que pour parler un peu alors pas dans une bien moindre commune mesure avec Tatiane, moi j'ai monté une boîte que j'ai tenue 4 ans et demi et que j'ai mis fin à mon associé volontairement parce qu'on commençait à se séparer au niveau des points de vue. Donc j'espère qu'on a fait ça en bonne intelligence et que ça ne nous a pas amené à des problèmes. Enfin, ça ne nous a pas amené de problèmes, c'est le cas. Mais comme j'ai un écho très fort à ce que tu dis, qui est, et encore moi je suis dans une moindre mesure, c'est qu'aujourd'hui encore, et je suis 5 ans après, reprendre une entreprise, je suis là, ouais, non, encore. et alors, peut-être plus pour des raisons administratives, parce que ça me saoulait la partie administrative. Mais je vois aujourd'hui mon patron comment il s'embête. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup ? Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette fin d'entrepreneuriat qui se passe parfois bien, parfois pas très très bien, ou alors qui est un peu subie, ou pas complètement volontaire, parce que comme tu dis, tu aurais peut-être voulu aller ailleurs, mais tu l'as fait pour le bien de l'entreprise. On en parle peu de ce côté de l'impact que ça a sur les entrepreneurs. Ouais. Je pense que pour reprendre, il faut plus qu'une idée, il faut qu'il y ait une nouvelle passion qui revienne. Tu vas avoir, on va dire, la tendance à vouloir refaire la même chose ailleurs, ou tu changes de secteur, du B2C tu passes au B2B. Et je pense, moi je me refuse de faire ça aujourd'hui parce que je pense que c'est une erreur de repartir sur la même chose. Après c'est vrai que quand tu arrives à un âge comme moi, 43 ans, vaut mieux être expert de son domaine. Donc je pense que c'est peut-être plus intelligent de donner cette expérience au sein d'une autre entreprise qui souhaite le faire. Moi, je reprends donc un travail la semaine prochaine. C'est pour une start-up de Barcelone. C'est le Vite Mon Marché de Barcelone, qui est dans le B2B et non pas dans le B2C, donc pour les entreprises, et qui veut se développer notamment à Paris et dans d'autres villes. Donc, je vais les aider, on va dire, sur ce projet-là. Mais je ne suis pas le fondateur de la boîte. Je suis, entre guillemets, employé, on va dire, de cette société. Là, j'ai de l'énergie à donner. Et pour les aider. Mais de là à repartir de zéro sur une autre idée, il faut que ça vienne. Aujourd'hui, moi, je l'ai pas. Je l'ai un peu, mais je l'ai pas encore complètement. En tout cas, c'est pas mûr. On en reparlera, tu m'en avais parlé un peu quand on avait préparé. Oui. Et puis on parlera aussi de ce que tu as fait après Vite Mon Marché, parce que c'est très intéressant. Mais ok. Mais tu vois, dans ton parcours et dans tout ce que tu vis aujourd'hui, moi je l'ai vécu il y a 4 ans, donc c'est très marrant de vivre ça. Et tu vois, moi c'est pareil, j'ai intégré une entreprise alors qui n'était pas tout à fait sur mon secteur, mais que j'ai aidé à construire et continuer à construire.
Je reviens quand même sur Vite Mon Marché parce que vous avez vécu une période assez folle. Folle, oui. Alors, et moi je le perçois comme ça, mais tu me diras si ça se perçoit comme ça, c'est l'avant Covid et le pendant Covid. Et après Covid. Tout à fait. Voilà, ça, on va dire 3 périodes. L'avant Covid, ce que j'ai compris, et ça, c'est qu'il y a quand même eu un beau développement. Il y avait de l'entrain et tout ça. Je crois que vous avez fait votre levée de fonds avant Covid, hein, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Vous avez quand même levé une série A, ce Oui. qui est bonne. Ma première question, c'est d'ailleurs, pourquoi lever des fonds? C'est une bonne question. Ce que je peux dire, c'est que avant Covid, on était en phase de traction. Okay. D'accord. Donc la traction, c'est-à-dire qu'il y avait une demande client. D'accord. Pendant le Covid, on était en product market fit. D'accord. C'est-à-dire que le produit répondait complètement aux besoins de la société, puisqu'ils étaient à la maison et ils avaient besoin de se faire livrer. Et donc là, on a eu un développement exponentiel. L'après-Covid, on est en période de détraction. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que le product market fit qu'on avait pendant le confinement n'était pas le vrai product market fit. C'était un product market fit en période de confinement. Mais en déconfinement, et heureusement, hein, c'est une période, je veux dire, en vie réelle, le produit n'était pas encore product market fit. C'est-à-dire que les gens se faire livrer des produits bio et locaux, on va dire, à domicile, ça restait un luxe pour une certaine classe, on va dire, de la société. Donc c'était plus un produit de niche, on va dire, qu'un produit mass market. Et le product market fit, pour moi, il est surtout dans le mass market. Et donc, on a eu cette phase, on va dire, d'exponentiel et ensuite une phase de déclin qui ne plaît pas aux investisseurs. Et ça, je peux le comprendre. Et c'est pour ça qu'en phase de déconfinement, donc fin 2021, on avait besoin d'une levée de fonds, une série B, pour pouvoir nous développer nationalement, et on ne l'a pas faite parce que, même si on avait tous les acteurs autour de la table, on ne l'a pas faite parce que le marché n'était pas aussi exponentiel que l'on pensait. Et aujourd'hui, moi je suis en phase avec les investisseurs, si on voit le marché actuel en y ajoutant l'inflation, aujourd'hui tout ce qui est produits biologiques, on voit les Biocoop, on voit tout ce qui est produits locaux, on voit les magasins de producteurs, on voit le marché de la food tech aussi. C'est compliqué. La GMS, les grandes surfaces sont les gagnants. Donc on n'a pas réussi personne aujourd'hui n'a réussi à révolutionner, on va dire, le secteur. Et donc voilà, donc ce n'est plus un produit start-up, c'est un produit entreprise beaucoup plus classique, dans une niche. C'est une belle entreprise familiale. Et j'espère que les repreneurs justement de Vite Mon Marché réussiront, et je pense, s'ils ont ouvert aussi La Rochelle, vont réussir à développer ce bon modèle rentable familialement sur quelques villes. Mais c'est plus un modèle start-up. Ouais, il y a plus cette ce courant exponentiel, merci. En fait, ils vont faire plutôt du linéaire et développer de manière linéaire avec c'est très beau, hein, il n'y a aucune critique dans mon propos, mais qui vont plus chercher à développer petit à petit, et avec peut-être aussi une solidité financière qu'ils ont et qu'ils vont avoir tout à fait. Au fur et à mesure. Moi, je pense que si on reste un petit peu sur ce marché-là, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le dos rond pour tout ce qui est produits biologiques et produits locaux, et je pense sincèrement que ça reviendra. Seulement aujourd'hui, tout ce qui est produits bio et locaux, c'est dans le cœur des gens, c'est resté dans le cœur des gens, mais c'est pas dans le portefeuille. Et donc... Ah pardon. Oui. C'est bon ? C'est pas grave si on coupe ? Hop. On est reparti. Okay. Ouais. Ma vision du marché actuel, tout ce qui est produits bio et locaux aujourd'hui, c'est resté dans le cœur des gens, comme on l'avait pendant le confinement, mais c'est plus dans le portefeuille des gens. Donc je pense qu'il y a une période de dos rond, on va dire, à avoir. Il faut tenir. Et je pense que vu que c'est dans le cœur des gens, ça va revenir par la suite. Mais aujourd'hui, c'est pas le moment.
Voilà, donc nous on a été dans cette phase de déconfinement et cette phase de dos rond. C'est pas une phase pour une start-up avec du capital risque, d'investissement, de fonds professionnels, ça fonctionne pas. Ouais, c'est plutôt fait pour un autre modèle qui est justement de cette croissance peut-être plus en longueur, avec des bases peut-être moins de recherche de rentabilité rapide, je pense. Donc non, c'est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec alors de ma petite vision extérieure de la vue, parce que moi-même quand j'achète du bio, ce qui est ma volonté, parce que je préfère ça pour des tas de raisons, et pour dire je vais même chez le producteur moi. Mais en fait quand on regarde le portefeuille, on se dit ouais, mais bon, le truc qui est en supermarché qui me coûte le même prix mais en double de quantité, enfin voilà, ça me revient moins cher. Et des fois le choix est dur en fait. C'est ça. Mais et ça bien sûr c'est dû à l'inflation actuelle qu'on subit, mais je suis assez certain comme toi que une fois que ça stabilisera, ou qu'on a retrouvé cette stabilité, ça repartira. Et de toute façon c'est pour moi le futur, parce qu'aujourd'hui quand on voit l'avancement de la planète et comment ça se développe, il y a de la place pour tous les modèles, mais il y a certains modèles qui vont devoir prendre plus place que d'autres. Bien sûr. Non, et puis nous, on était dans une phase où le marché répondait vraiment bien, parce que pendant la période de confinement, donc on était déjà à la maison, donc il n'y avait que les entreprises essentielles, entre guillemets, qui étaient ouvertes, comme l'alimentation, et nous, on en faisait partie. Et en gros, tu n'avais que du drive, quoi. Enfin, du drive à domicile, je veux dire. Donc c'était des produits de supermarché, et à l'époque les produits de supermarché ils n'avaient pas encore ces produits locaux et ces produits bio. Donc si tu voulais du local et du bio, donc du qualitatif à domicile, parce que tu ne pouvais pas bouger, tu étais obligé de venir chez nous. Donc les gens faisaient des recherches pour trouver des secteurs comme le nôtre. Donc c'est pour ça qu'on était pleinement en product market fit. Et on pensait que cela allait rester, mais en fait les gens sont sortis. Donc il y avait moins besoin de livraison à domicile, et les gens sont retournés à une alimentation moins chère et donc moins qualitative par l'inflation. Donc tout ça réuni, ça fait tomber ce marché, et c'est dommage, personne l'a vu venir, hein. Mais bon, voilà, on est tombé là-dedans, et c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de ces acteurs qui arrivent beaucoup? Alors moi j'ai vu ça beaucoup, alors à travers les pubs YouTube aux États-Unis, mais qui arrivent en France avec ces box qui arrivent justement de livraison chez soi de produits, alors pas locaux souvent, mais français, mais frais, des choses comme ça. Parce que ça, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Ouais, non, j'ai jamais été fan de ça. Les box, moi je pense que le consommateur, il a besoin de produits à la carte, sans abonnement, donc un paiement aussi à la carte. Donc c'est vraiment l'instinct du moment, quoi. Okay. Il y a eu beaucoup de box de fait par rapport à ça, mais je pense pas que ce soit product market fit, c'est-à-dire que tu achètes ça ponctuellement, mais après tu arrêtes. Nous, on a par exemple Laetitia qui est italienne, on est passé par Mama Pack, qui est donc des box de produits italiens. On l'a fait une fois sur un an. Ah oui, ouais. On a adoré, hein, mais c'est pas product market fit parce qu'il n'y a pas de récurrence. Ouais. Tu l'achètes une fois et c'est terminé. Et puis ils vont pas se faire sur ces types de business, si t'as pas de récurrence, ça devient très compliqué, quoi. Faut toujours acquérir du nouveau client, et c'est hyper coûteux, quoi. Exactement, le coût d'acquisition de client devient trop important, donc ça s'essouffle. J'en reviens un peu à la prise de décision, parce que Vite Mon Marché dans la période où tu t'en occupais encore, vous étiez quand même plus de 70 employés. Oui. Comment on prend des décisions pour un marché qui est aussi compliqué, c'est-à-dire dans un moment aussi compliqué qu'est le confinement, ou juste après le confinement, et avec aussi autant de nombre de salariés, qui en 6 ans est une très belle croissance en termes de nombre de salariés. Donc comment tu t'adaptes, toi, dans ta prise de décision au fil de ces années? Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu deviens une grosse entreprise, on va dire avec 70 personnes, tu t'aperçois qu'il y a un besoin de process, un besoin d'organisation. Et là, moi, je me suis vite aperçu que j'étais pas le meilleur pour ça. D'accord. C'est-à-dire que je suis un créateur, je suis quelqu'un qui peut partir un petit peu dans tous les sens.
tester 10 idées pour en garder une, ou l'idée qui est gardée, je peux la changer, on va dire, un matin j'arrive à l'entrepôt et je peux changer le truc pour essayer autre chose, et c'est très déstabilisant. Je m'en suis aperçu, avec une équipe jusqu'à 10 personnes, les premières 10 personnes que j'avais avaient une mentalité encore un peu intrapreneur, donc ils aimaient le changement, ils aimaient la flexibilité, donc ça les dérangeait pas trop si on tournait, on va dire, assez rapidement. Ensuite, c'est plus possible. Ce sont des personnes différentes qui, normales, quoi, cherchent un travail, veulent faire leurs heures. S'il y a 30 minutes de plus, les 30 minutes de plus doivent être rémunérées. On n'est plus du tout dans la même mentalité. Tu t'aperçois que en fait la boîte elle est surtout pour toi, mais que tu peux pas demander aux autres, on va dire, de faire comme toi, d'être intrapreneur ou entrepreneur. Donc c'est là où il faut s'adapter, c'est-à-dire faut garder la vision, faut garder la passion pour les employés, pour que pendant leurs heures de travail, les 35 heures, ils soient, on va dire, épanouis, et que ça leur donne envie, on va dire, de revenir le lendemain. Mais c'est un management qui est totalement différent. C'est un management plus processé, un peu plus traditionnel, qui rassure. Un fondateur, il rassure pas. Un fondateur, il fait peur. Et je me suis aperçu que, en fait, être en direct avec les 170 employés, il y a un tiers qui adorait ça et il y a 2 tiers qui détestaient. Et donc, c'est là où il a fallu mettre un directeur général, on va dire, entre nous, qui pouvait justement faire ce filtre entre la fougue du fondateur et le besoin de process et de tranquillité de la part des employés. Après, tu as des fondateurs qui sont très bons en process, qui sont peut-être plus calmes, qui sont très bons, on va dire, en management. Voilà, ça dépend un peu du profil. Moi, j'ai un profil un peu plus créateur, un peu plus fonceur, et je réfléchis après. Ça passe bien avec ceux qui aiment ça, l'adrénaline. Pour ceux qui cherchent, on va dire, un peu plus de stabilité, il faut certainement un fondateur plus posé par rapport à ça. Donc c'est là où on a fait appel à un directeur général qui est venu sur la dernière année. Ouais. Ok. Et c'est pas, enfin, j'aime beaucoup ta franchise, parce que c'est quand même pas courant qu'un fondateur se dise bah en fait c'est pas mon truc et je suis pas bon là-dedans. On a souvent vu, alors moi j'en ai côtoyé quelques-uns, mais c'est quand on parle avec des entrepreneurs, ou moi j'écoute pas mal de podcasts, souvent il y a des créateurs d'entreprises, donc des fondateurs qui se disent ah moi je vais le porter, puis je vais porter le projet jusqu'au bout. Et en fait c'est souvent des boards ou des investisseurs qui disent à un moment bon bah écoute, on va te caler, on va te mettre uniquement peut-être sur la partie création ou la partie gestion, enfin la partie où t'es bonne, et on va te mettre quelqu'un qui va te diriger la boîte derrière. Bah, ça a été ça. Ça a été une discussion, et puis on va dire une décision commune. C'est-à-dire ça a été, on a tous compris, on était tous d'accord là-dessus. Moi où je suis très bon, on va dire, en essayant d'être pas trop prétentieux par rapport à ça, mais bon, voilà, c'est la vérité. Je suis très bon dans la création et dans le développement. Et aller chercher, on va dire, justement des nouveaux producteurs, enfin lancer une idée, on va dire, de A à Z, et de la développer et de lui donner la première traction. Après, quand elle grandit et qu'elle devient importante, tout ce qui est, on va dire, effectivement, process, je suis moins bon là-dedans parce que j'ai moins de patience là-dessus. Moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de développer, et quand ça devient un peu routinier, je suis certainement pas assez précis et pas assez patient, on va dire, par rapport à ça. Donc, ouais, il faut avoir l'humilité, on va dire, de le voir, de le comprendre, et à la fin, le plus important, c'est la boîte. C'est ce que j'ai toujours dit, quand l'entreprise, justement, était à une phase où on n'avait pas cette série B pour pouvoir nous développer, on aurait pu mettre la clé sous la porte et puis dire stop. Mais moi, je me suis battu pour trouver des repreneurs pour que l'entreprise continue. Ça a toujours été l'entreprise avant. Et ça, c'est important pour moi. Et pourquoi, en fait, tu as cette idée de te dire, ok, l'entreprise avant, et pas juste je mets la clé sous la porte, puis bon, voilà, tous les jours. D'où te vient un peu cette conviction ?
Parce que moi j'ai fait cette entreprise, c'était on va dire pour aider essayer d'aider en tout cas le monde rural. Donc pour moi l'important ça a toujours été vite mon marché, ça n'a jamais été Rénal Nolo. Si je peux l'accompagner au maximum, tant mieux. Si ensuite on s'aperçoit que je suis plus la bonne personne, on va dire, pour la faire évoluer ou qu'elle continue, eh ben il faut en prendre conscience. Et puis si le marché et le contexte dit que ça doit s'arrêter, il faut essayer au moins de pas tout mettre à la poubelle et de trouver une solution. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça a toujours été l'entreprise avant, le projet avant la personne. On est tous en chemin, on va dire, par rapport à ça. On apprend tous par rapport à cette aventure. Et l'entreprise sera toujours plus importante que la personne. D'accord. Comme on dit, personne n'est indispensable. Et je peux le témoigner ici, le fondateur n'est pas indispensable. Même si on pense qu'il est indispensable, c'est pas vrai. Il donne l'idée, mais après, l'idée peut survivre sans lui. Exactement. J'en viens à la fin, parce que comme tu l'as dit plusieurs fois, Vite Mon Marché, donc ton aventure avec Vite Mon Marché c'est fini il y a un peu moins d'un an maintenant. Je ne reviendrai pas sur les raisons, parce que tu l'as très bien expliqué et c'est tout à fait clair, mais toi, d'un point de vue personnel, comment tu absorbes ça ? Parce que c'est quand même 6 ans, je pense, où tu as, notamment avec la partie du Covid, où tu as dû... cravacher à fond, parce que pour connaître un peu la vie d'entrepreneur, c'est à fond tout le temps, notamment quand ça prend des proportions avec des chiffres d'affaires et ce nombre d'employés. Puis d'un coup, entre guillemets, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, plus rien. Comment toi tu as absorbé ça en fait ? Ouais, non, c'est dur. C'est dur. Comment t'expliquer ça ? Déjà, de passer de beaucoup de salariés à pas beaucoup, faire un plan social pour sauver l'entreprise, c'est pas facile. Même si je pense que les conditions ont été tout à fait correctes de notre côté. On a eu un bon suivi. Les gens ont pu partir avec ce qu'on appelle le CSP. Donc il y a un an de chômage, voire à 100% pratiquement, et presque, et après une année de chômage normal. Donc il y avait des conditions qui... voilà, en tout cas, on a essayé de faire de notre mieux. C'est jamais agréable de perdre son emploi, c'est pas cool d'être au chômage, donc on peut pas dire que c'était bien pour les salariés, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement, on a essayé de trouver les meilleures conditions possibles, on va dire, de sortie pour les salariés. Pour les producteurs aussi, on leur a dit, voilà, on sauve l'entreprise, il y a un repreneur qui peut continuer à travailler avec vous, donc on a essayé de s'en sortir le mieux possible. Malheureusement, il y a certains producteurs, il y a certaines créances qu'on n'a pas pu assumer. Donc, il y a eu des trous dans la raquette avec certains producteurs. Donc, c'est pas cool. Après, si on regarde la feuille des 6 ans, pendant le confinement, on était là, ils ont pu travailler avec nous, alors qu'ils n'avaient plus les restaurants, les cantines scolaires. Donc, on a été là un moment aussi pour les aider. Donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est une période intense, avec des chiffres effectivement exponentiels assez fous en termes de chiffre d'affaires en temps d'employés. Et après quand tu reviens un petit peu à la case départ, c'est pas évident. Quand ensuite tu sors, on va dire, complètement de l'entreprise, même si tu fais une passation avec les nouveaux repreneurs, tu te retrouves devant une feuille blanche. Et c'est pas évident justement de faire un break par rapport à tout ça. Et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est important de prendre son temps par rapport à ça, de bien mûrir, d'essayer de faire le vide, pour repartir sur quelque chose, on va dire, d'intelligent. Parce que là, le risque, c'est de vouloir repartir tout de suite, de vouloir se venger, entre guillemets, de se dire, allez, je refais la même chose, je vais apprendre de mes erreurs, ou... Non, je pense que c'est vraiment important de bien faire le vide, d'être bien entouré, parce que moi, j'ai eu la tentation de vouloir refaire ou des choses comme ça, et mon épouse Laetitia me disait, non, stop. Et même en parlant avec mes propres investisseurs, c'était intéressant aussi de parler avec eux, et voilà, donc c'est une période, comment te dire, c'est pas évident, mais c'est une période, je peux pas y répondre encore parce que je l'ai pas encore fini, cette période transhumance, on va dire, mais c'est une période qui demande du temps. Donc je pense que je suis à la moitié, j'ai fait 6 mois, donc j'ai pas encore toute la réponse, mais
Mais voilà, c'est difficile, ça te brûle. Ça a été très physique aussi la logistique, surtout sur les derniers mois, où il fallait pratiquement tout faire avec les 10 salariés qui restaient. Donc physiquement, ça a été très très dur, quoi. Et tout ça, je pensais qu'il m'aurait fallu beaucoup moins de temps pour digérer. Et je m'aperçois que je suis encore un peu brûlé par rapport à ça, et que 6 mois, c'est pas suffisant. Il faut plus de temps, on va dire, pour y arriver. La seule chose que j'ai compris, c'est que j'ai de l'énergie pour une entreprise, pour travailler pour une entreprise. Ça, oui. Ça, j'ai de l'énergie, et c'est pour ça que j'ai accepté le travail à Barcelone avec cette start-up. Reprendre quelque chose depuis zéro, il faut plus de temps. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... je suis à la moitié du parcours, je pense. Si on dit qu'il faut 1 an, ça se trouve il en faut 2, donc ça se trouve je suis qu'à 1/4. Mais je pense que c'est très personnel aussi. Ouais, il faut du temps, donc c'est pas facile. Hein. Mais c'est dans ces moments-là, ces moments de justement intenses, ça permet justement de réfléchir, de relativiser, et puis d'apprendre de ces moments-là qui sont précieux pour que par la suite, pour l'entreprise pour laquelle tu vas travailler, ou pour le projet dans lequel tu vas réentreprendre, tu es plus fort justement par rapport à cette expérience-là. Ok. Et puis tu m'en as parlé un peu avant aussi, tu as écrit un livre sur ton expérience. Ouais, alors ça l'histoire c'est que après la passation au mois de septembre, je suis parti faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ok. J'avais toujours envie de le faire, mais j'avais jamais trouvé le temps. Parce qu'il faut quand même du temps. Je voulais vraiment le faire en une fois. Je voulais pas le faire en plusieurs étapes. Donc il faut à peu près 2 mois si on veut le faire. Donc j'ai réussi donc à la fin de la passation. On s'est mis d'accord avec la famille en se disant c'est le moment d'y aller avant l'hiver, parce qu'après c'est difficile de faire le chemin. Donc j'ai pris un billet de train de Rennes direction Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées. Okay. Et je suis parti donc de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en finissant par le Finistère espagnol. Et donc j'ai marché pendant 36 jours et j'ai fait 900 km. Je faisais 25 km par jour. Un bon rythme. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai lâché pas mal de choses sur des choses personnelles, notamment j'ai découvert on a découvert en famille la maladie d'Alzheimer pour mon papa, donc ça c'était des points aussi par rapport au handicap aussi de ma fille qui a un handicap moteur, par rapport à la fin de l'expérience Vite Mon Marché, même si Vite Mon Marché continue et heureusement. Donc voilà, t'as le temps pendant 25 km par jour de penser à tout ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, et puis il y a eu des moments assez bizarres, étranges on va dire, c'est-à-dire que le 3e jour du chemin, quand j'arrivais en Espagne vers Pampelune, j'ai fait un rêve un peu bizarre justement de Saint-Jacques. J'étais complètement crevé, je pensais à arrêter d'ailleurs le chemin ou le faire en plusieurs fois. J'étais sur LinkedIn la veille, je voyais justement mon ami Antoine Chopopop qui arrivait, ils continuaient dans les expansions, etc., dans le développement avec nos propres investisseurs. Donc tout ça, forcément, ça m'a remué, peut-être un peu de jalousie, peut-être le fait de repenser à tout ça. Et donc j'éteins le téléphone, j'éteins tout, je dis bon allez, on arrête, c'est pas ma journée. Et ce jour-là, le 3e jour du pèlerinage, je fais un rêve de Saint-Jacques. Alors Saint-Jacques, le cliché, on était dans l'auberge en Espagne, et donc arrive ce Saint-Jacques en me disant, mais c'est également aux personnes qui étaient présentes dans l'auberge, quel est le sens de la vie, Reynald, et vous autres, selon vous? Et donc, grosse question, tout le monde se pose cette question-là. Grand silence, et il reprend, on va dire, la parole en disant, toi Reynald qui t'inquiète autant pour ta start-up, etc., enfin ce monde de la start-up qui te perturbe, ou la rancœur que tu peux avoir par rapport à ce que c'est vraiment ça le sens de la vie, ton genou qui te fait autant mal pendant ce parcours, parce que j'avais mal au genou droit, il dit, regarde ton genou droit, tu y trouveras la réponse. Et donc dans le rêve, je vois ce petit papier, comme ça, écrit manuellement,
et c'est écrit « L'abondance tuera ». Ok. Voilà le rêve que j'ai fait. Et donc, j'ai écrit un livre par rapport à ça, parce que j'y ai pensé tout pendant le chemin, pendant les 36 jours de marche. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'abondance tuera? Est-ce que c'était un message personnel? Est-ce que c'est un message pour le monde de la start-up? Le monde de l'abondance? Est-ce que c'est un message pour le monde actuel, on va dire, de l'abondance? Est-ce que c'est un message tout simplement privé, même pour ceux qui ne vivent pas, justement, qui n'ont pas la chance d'être dans l'abondance? Bref, j'ai écrit un livre là-dessus, donc c'est à la fois personnel, c'est un chemin de foi, on va dire, mais ça parle également de cette expérience de la start-up. Ok. On pourra le trouver quand et où? Si il est en ligne, donc l'abondance tuera, ça on peut le trouver sur Amazon. Okay. Il est déjà en ligne, sinon directement sur mon site, c'est www.creer.studio. Okay. Et donc là mon livre est en ligne. Et Creer, ça vient donc K-R-E-R, ça vient de creer en vieux français qui veut dire croire. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai lancé ce site et puis ce livre qui parle un petit peu du monde d'aujourd'hui et de l'espérance d'un monde peut-être différent, notamment à travers de la foi, avec l'abondance tuera. Donc ça peut faire réfléchir, en tout cas si ça intéresse certains. C'est un sujet totalement d'actualité, notamment ça parle aussi de l'intelligence artificielle. Parce qu'on est un changement pour notre humanité. Donc, j'aborde plusieurs thèmes par rapport à ce titre, l'abondance tuera, qui est vraiment un titre très très fort, très puissant. Et si vous voulez aller le lire, n'hésitez pas, vous avez l'adresse. Et je mettrai aussi également en description. C'est sympa. Dernière question, parmi mes dernières questions, j'en aurais une qui est, maintenant qu'on a un peu, même très bien brossé un peu ton expérience professionnelle, même si je pense qu'on aurait plein de choses encore à dire, comment tu vois un peu de jeune journaliste à aujourd'hui ancien start-upper et futur salarié, comment tu vois aujourd'hui ton évolution dans la prise de décision, comment tu as fait tes choix? Est-ce que aujourd'hui tu te dis j'ai une méthodologie pour prendre mes décisions, alors essentiellement professionnelles, ou c'est toujours à l'instinct, c'est toujours des choses comme ça? Je pense que ça dépend à quelle position tu te trouves. Okay. Si tu es dans une position salariale, je pense que la meilleure prise de décision, c'est la prise de décision participative. Okay. C'est-à-dire de demander un petit peu l'avis de tout le monde et peut-être suivre, on va dire, l'avis de l'entreprise. D'accord ? Et challenger aussi ton supérieur en disant que la responsabilité à la fin de l'entreprise et la responsabilité de la décision, c'est la tienne. Et c'est pour ça que tu es à ce poste-là. Donc c'est important, je pense, en tant que salarié, de challenger aussi sa hiérarchie en lui disant que nous, on te donne des inputs, mais après, la prise de décision finale, c'est toi qui dois la prendre par rapport à tous ces inputs. Et donc voilà, et donc dans la prise de décision d'un décisionnaire, justement, que tu sois fondateur, chef d'entreprise ou que tu aies une position, on va dire, managériale importante, je pense qu'il ne faut pas perdre non plus l'instinct. C'est-à-dire que bien sûr, il faut demander l'avis, on va dire, de l'entreprise et de tous les employés. Tu es là pour trancher, mais qu'il faut aussi savoir, surtout pour un fondateur, peut-être moins pour quelqu'un qui est dans une position managériale, mais pour un fondateur, il ne faut pas oublier son instinct. C'est-à-dire que l'entreprise peut demander quelque chose, les salariés peuvent demander quelque chose, mais toi, si tu sens qu'en fait c'est quelque chose qui est totalement différent, qui va à l'encontre un petit peu de l'entreprise ou de tes salariés, mais c'est quelque chose que tu sens, des fois il faut savoir suivre son instinct. Et après il faudra savoir l'expliquer, en disant je vous ai pas écouté, je me suis écouté, mais parce que voilà, je suis dans une phase où c'est aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat ou du fondateur, de la caractéristique du fondateur, il faut savoir suivre son instinct aussi de temps en temps. Donc voilà un petit peu comment je vois la prise de décision aux différents niveaux. Ok,
C'est très intéressant parce que sur ce point-là, et j'essaie d'aborder cette question avec tous mes invités, et j'ai vraiment des réponses très diverses, et merci pour ta réponse très honnête, parce que il y en a qui vont être très instinctifs, qui vont dire moi je suis mon instinct, il y en a d'autres qui vont être très analytiques, dire moi je prends une feuille Excel ou un truc, je fais mon calcul et ça, et je prends ma décision en fonction de ça. Et ce que j'ai l'impression, et ce que je comprends bien un peu ton retour, c'est un peu entre les deux. Garder une part d'instinctif pour pas être complètement que analytique, mais également avoir ce côté un peu analytique dans le sens où tu interroges autour de toi, tu prends des avis, des choses comme ça, et là tu vas prendre ta décision. Ouais, non, mais j'ai plein d'exemples au sein de Vite Mon Marché avec le recul. Alors c'est plus facile avec du recul, hein, Bien sûr. Mais on a pris des décisions collégiales par rapport, on va dire, à peut-être une tendance du marché. Par rapport à des derniers chiffres et moi c'est vrai qu'à certains moments j'étais pas fort, enfin je sais pas, mon instinct me disait d'aller dans une autre direction, mais j'étais tout seul entre guillemets au board contre ça, et puis la décision était tellement évidente vu la situation économique ou les chiffres que tu te dis non, tu peux pas aller à l'encontre, en tout cas ça n'aurait pas de sens. Puis après avec du recul tu te dis mais des fois il aurait fallu suivre son instinct, et peut-être que ça aurait été effectivement différent. Mais bon, c'est toujours plus facile après, mais c'est juste une preuve que l'instinct du fondateur il faut pas le sous-estimer. Et que ce soit les investisseurs et que les salariés, il peut se tromper sur son instinct, le fondateur, mais des fois il faut quand même essayer de faire confiance à son instinct. Il faut être à l'écoute. Ouais, ça vaut le coup des fois de l'essayer. Ça marche. Et merci beaucoup pour ce conseil, ce dernier conseil. Et puis merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé avec ce podcast. Un plaisir, merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses à Barcelone du coup. Ouais, exact. Puis au plaisir de se recroiser sur d'autres sujets d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres sujets à avoir très prochainement. Pas de problème. Et puis donc dans les auditeurs, si certains souhaitent aller plus loin, on va dire dans la réflexion, dans la discussion ou autre, voilà, j'ai donné le site, donc ils peuvent me retrouver sur ce site, et puis au plaisir d'échanger, de discuter et de partager quoi. Super. En plus, j'ai vu que tu étais super réactif sur LinkedIn, donc pas de souci, je serai là. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.